Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Pas un jour sans que les conséquences du dérèglement du climat ne se fassent sentir sur la planète et dans la vie de ses habitants. La prise de conscience de notre responsabilité est enfin de plus en plus globale et chacun cherche des solutions. À l'échelle individuelle, on évoque souvent dans ce podcast comment on pourrait changer nos modes de vie, si possible de la manière la plus agréable. Mais aujourd'hui, beaucoup se joue au niveau des États, entre les États, avec la question comment réussir à atteindre à l'échelle mondiale la fameuse neutralité carbone indispensable pour limiter la hausse des températures sur la Terre au maximum à plus 1,5 degré. Et pour répondre à cette question, de plus en plus, certains poussent l'idée d'émissions négatives, ou comment récupérer dans l'atmosphère le CO2 qu'on y a déjà envoyé et qui est responsable de tous nos maux, comment le récupérer puis le stocker. On peut parler d'un certain engouement autour de cette piste que certains commencent à introduire volontiers jusqu'au cœur des négociations internationales, jusque dans les COP. Voilà pourquoi il était important de poser le débat aujourd'hui dans Cap sur la transition. Est-ce que l'élimination du carbone dans l'atmosphère serait la solution miracle ? On en parle avec Alexandra Depré, chercheuse à l'IDRI en charge de la gouvernance climat internationale. C'est parti. Bonjour Alexandra Depré. Bonjour Sophie. Un petit point de sémantique avant d'entrer dans le dur du sujet. Cette expression, souvent employée d'émissions négatives, elle n'est pas très claire. Non, parce qu'une émission de CO2 est réelle. Or, cette expression de émission négative peut faire croire que ça ne serait pas grave d'émettre du CO2 parce qu'en quelque sorte, on corrigerait le tir ensuite. C'est trop facile et c'est donc faux. Le juste terme, c'est élimination du carbone atmosphérique. Voilà. Et sur notre capacité à éliminer ce carbone, eh bien, il y a un vrai débat qu'il est important de très vite et de bien cadrer. Oui, c'est important de se poser dès maintenant cette question. Quelle est la juste place de l'élimination du carbone atmosphérique dans le panel de solutions évoquées ? Beaucoup commencent à s'en emparer aujourd'hui. États, entreprises, une partie de la société civile. On avance des solutions technologiques, parfois présentées comme une panacée. C'est loin d'être si simple et il y a beaucoup de fausses routes. Et le risque, c'est de se dédouaner de la nécessité de mettre en place les solutions dont on sait qu'elles donneront des résultats. Alors justement, d'abord, que préconisent les scientifiques du GIEC pour réussir à atteindre la neutralité carbone ? Les scientifiques du GIEC, dans leur dernier rapport, sont très clairs. La priorité, c'est vraiment de réduire les émissions de CO2 d'ici 2050 de 80 à 95%. Ça implique plusieurs choses, la sortie des énergies fossiles, le développement des renouvelables, mais aussi protéger les écosystèmes naturels qui sont des stocks de CO2 importants et avoir une bonne sobriété des modes de vie. En soi, on sait ce qu'il faut faire, c'est technologiquement faisable. Et c'est important de ne pas perdre de vue cette priorité-là. Et pour les émissions qu'on ne sait pas réduire, les 5 à 20% qui restent, qu'on ne saura pas réduire ? Effectivement, certaines émissions liées à l'industrie lourde, au ciment, etc., ces émissions vont continuer à dérégler le climat, donc il faut réfléchir à comment les éliminer. Parfois, on entend on va pouvoir continuer à émettre du CO2 parce que la technologie progresse très vite, ça va nous permettre de capter tout le carbone qu'on émet, donc ça, c'est faux. Oui, c'est tout à fait faux. Et c'est donc vraiment essentiel d'avoir l'ordre de grandeur que je viens d'énoncer, donc vraiment de réduire les émissions vers presque zéro d'ici la moitié du siècle et capter le CO2 pour le reste. Et donc, c'est vraiment important de savoir précisément qu'est-ce que valent ces solutions mises en avant pour éliminer le carbone atmosphérique. Ça tombe bien, c'est notre sujet aujourd'hui. Ces solutions, en gros, on pourrait les classer en 2 catégories. D'abord, la première, ce sont les méthodes qui dépendent de l'usage des sols, puisqu'on sait que les végétaux, les plantes, les arbres, captent naturellement le carbone pour croître. C'est la photosynthèse, ce sont finalement les meilleurs pour faire ça. Oui, et c'est pour ça que beaucoup de solutions proposées pour éliminer ce carbone atmosphérique passent par les plantes et les sols. Mais même là, il faut faire très attention parce qu'il y a des solutions vertueuses et des fausses bonnes idées et qui créeront de nouveaux problèmes. Alors, les solutions vertueuses ? Alors, on peut d'abord améliorer les pratiques agricoles existantes pour augmenter le stockage de carbone dans les sols et aussi dans la biomasse. Donc, on peut penser notamment à l'agroforesterie. Il y a aussi le rôle des forêts. Donc, celles qui vont bien, il faut les protéger.
Mais au-delà, il y a aussi la réforestation naturelle. Donc, c'est régénérer les terres dégradées de manière naturelle, Mhm. laisser pousser les arbres. Et c'est très positif pour capter du carbone. C'est 40 fois plus efficace qu'une monoculture, qu'une Wow. plantation monoculture. Ça rend aussi ces forêts plus résistantes aux changements climatiques futurs. Et ça a des impacts positifs pour la biodiversité. Hmm. C'est ce qu'on appelle la méthode régénérative, laisser faire la nature en fait, hein. On parle aussi d'afforestation, c'est-à-dire planter des arbres sur de nouvelles surfaces où il n'y en avait pas historiquement, et on se dit, a priori, plus d'arbres, donc plus de captation de carbone, ça semble bien. Oui, mais attention, là aussi, il faut mettre pas mal de bémols. Et c'est surtout sur la question de l'échelle. Ouais. Car de nouvelles plantations forestières, surtout à trop grande échelle, auraient des impacts négatifs, en premier lieu sur la biodiversité existante, parce que beaucoup de ces plantations seraient dans les tropiques, où c'est là aussi où il y a le plus de biodiversité qu'il faut Mhm. protéger. Et puis aussi, ça pourrait avoir des impacts sur, paradoxalement, le piégeage de carbone. Donc, notamment planter un massif forestier sur une prairie qui capte déjà du CO2 et qui abrite tout un écosystème, ce n'est pas la meilleure des idées. Ouais. En plus de ça, beaucoup de ces nouvelles surfaces boisées sont plantées pour alimenter la filière bois et donc des arbres à croissance rapide en monoculture qui peuvent avoir pour conséquence l'effondrement de la biodiversité. Hmm. Et donc le risque aussi, finalement, c'est d'empiéter sur des terres agricoles et de contribuer massivement à augmenter l'insécurité alimentaire. Et puis, il faut faire attention au greenwashing, hein, sur toutes ces solutions-là. Ces risques-là, ils sont pointés aussi pour les bioénergies en général, c'est-à-dire à la fois le bois énergie, mais aussi la méthanisation, les agrocarburants, c'est-à-dire ces énergies créées à partir des plantes ou de déchets végétaux. Pourtant, ces bioénergies font partie des énergies dites renouvelables sur lesquelles on compte beaucoup. C'est un peu paradoxal. Oui, absolument. Et c'est vraiment le genre de solution, entre guillemets, à double tranchant qu'il faut regarder plus dans le détail. Le vrai problème, notamment, c'est la question du bois énergie. Donc, c'est savoir planter des arbres et ensuite les brûler. Mhm. Et notamment, si c'est fait à trop grande échelle, ce que certains des scénarios du GIEC projettent, même ceux qui cherchent à compenser 20% des émissions de CO2 restantes en 2050. Pour faire cela, il faudrait planter sur une surface de presque 2 fois la taille de l'Inde de la bioénergie. Waouh, c'est Oui, beaucoup. ce qui créerait des vraies tensions sur la question du foncier, Ouais. sur la sécurité alimentaire, sur la biodiversité. Donc c'est un vrai problème. Alexandra, tu as un exemple? Oui, j'ai un exemple pas loin de chez nous, au Royaume-Uni. C'est la centrale à biomasse Drax, qui était anciennement une centrale à charbon, la Mm. plus grande d'Europe. Aujourd'hui, elle consomme 13 millions de tonnes de bois, notamment en granulés, et dont certains viennent du sud-est des États-Unis et de forêts primaires qui sont coupées pour ça. Oui, c'est complètement absurde à ce niveau-là. Par ailleurs, ces végétaux, en étant transformés en biomasse, ils émettent à nouveau du CO2 qu'ils avaient absorbé pendant leur croissance. Mais ce carbone-là, désormais, on sait le stocker en le renvoyant dans le sol. Donc, a priori, ça a l'air positif. Oui, en théorie, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a ce qu'on appelle le capture et stockage de carbone qui consiste à prendre le CO2 qui est créé par la combustion de la biomasse directement de l'usine et de le remettre dans des failles géologiques. Et c'est d'ailleurs présenté souvent, biomasse avec capture et stockage de carbone, Mhm. comme une vraie solution d'avenir Ouais. pour éliminer le carbone atmosphérique. Mais quand on regarde en fait concrètement, il y a quelques projets pilotes aujourd'hui, alors que ça fait des décennies qu'on parle de capture et stockage de carbone. Mhm. Ça n'a pas montré ses preuves jusqu'à présent. Et le problème, c'est que dans les scénarios, on mise beaucoup trop dessus et un déploiement énorme dans les prochaines décennies. Et en fait, le problème, c'est que ça distrait finalement des vraies solutions Mhm. qu'on connaît aujourd'hui. Alors voilà pour la première catégorie des solutions qui dépendent de l'usage des sols. Et puis la seconde catégorie, c'est le recours à la technologie pour capter le carbone dans l'air, directement dans l'atmosphère. C'est un peu la catégorie Géo trouve tout, ça, hein. Oui, et là, il y a aussi plusieurs idées qui circulent, dont la plupart ne sont pas matures du tout et qui présentent des vrais dangers. Mhm. La première, par exemple, c'est le capture direct et stockage du CO2 atmosphérique Mhm. par notamment des gros aspirateurs qui captent directement le CO2 présent dans l'air. Il y a notamment un projet en Islande qui capte quelques millions de tonnes, des projets pilotes aux États-Unis, beaucoup de nouveaux investissements.
mais c'est aussi très énergivore. On a besoin d'énergie renouvelable pour faire fonctionner ces gros aspirateurs. Et on voit qu'en fait, aujourd'hui, on n'en a même pas assez pour notre consommation du quotidien. Donc, ce n'est pas une panacée. Après, il y a d'autres exemples qui consistent à capter du CO2 des océans, cette fois-ci. Donc, certains envisagent fertiliser les océans, donc nourrir le phytoplancton avec du fer, mais ça a des impacts potentiels énormes sur les écosystèmes et des conséquences qu'on ne maîtrise pas du tout. Et puis aussi, par exemple, l'alcalinisation des océans, ça veut dire changer le pH des océans afin d'inverser le processus d'acidification et augmenter les capacités d'absorption de CO2 de l'océan. Ça part dans tous les sens. Voilà, ça part dans tous les sens. Et il y a beaucoup d'argent qui est investi et c'est en vrai une fuite en avant poussée par des technophiles qui pensent que la technologie va nous sauver. Et c'est une fuite en avant qui nous détourne des vraies solutions. Dans ce débat, Alexandra, comment se situent les principaux acteurs qui décident des stratégies à adopter pour atteindre la neutralité carbone? En premier, les États, évidemment. Oui, donc les États, depuis l'accord de Paris en 2015, ils mettent en place des plans et des engagements à réduire leurs émissions horizon 2030 et aussi horizon 2050. Mais dans ces plans, des analyses récentes montrent qu'il y a une surdépendance de l'élimination atmosphérique. Donc on compte beaucoup trop sur l'élimination atmosphérique du carbone. Oui, les promesses des États actuels nécessiteraient l'utilisation de 1,2 milliard d'hectares de terres, à savoir les terres agricoles mondiales aujourd'hui. Donc c'est vraiment déraisonnable. Et les entreprises alors ? Alors les entreprises, aujourd'hui, il y a le risque qu'elles cherchent à compenser leurs émissions de CO2 plutôt qu'à les réduire. Donc à savoir payer pour la protection d'une parcelle de forêt plutôt que de sortir des énergies fossiles et de transformer leur manière de produire. Et le risque à l'avenir, c'est qu'elles se reposent trop sur les nouvelles pratiques de captation de carbone. Tout à fait, c'est ça le vrai risque. Et ça ne résoudra pas le problème. Conclusion, ces fameuses émissions négatives sur lesquelles beaucoup misent, c'est loin d'être la panacée. Oui, ces scénarios qui prônent l'élimination de carbone à grande échelle, en fait, le problème, c'est qu'elles ne prennent pas en compte les risques associés à ces méthodes. Et si on se concentrait sur cet objectif de réduire drastiquement les émissions, alors la forêt, la nature pourrait faire le reste. Elle a vraiment le potentiel de capter le CO2 correspondant au pourcentage d'émissions qu'on ne peut pas éviter. Donc, en soi, la seule trajectoire raisonnable, c'est de réduire tout de suite et de manière drastique nos émissions de CO2. Et pour ça, on sait ce qu'il faut faire. Il faut sortir des énergies fossiles de manière juste équitable, accélérer les renouvelables et pour le reste, s'appuyer sur les écosystèmes et donc vraiment les protéger. Voilà, tout est plus clair et on comprend pourquoi tu disais au début de cet échange, Alexandra, qu'il était urgent de cadrer le débat sur ces questions d'élimination du carbone atmosphérique. Merci beaucoup, Alexandra Depré, pour ces explications. Merci, Sophie. Vous retrouverez cet épisode des podcasts de l'IDRI sur toutes les plateformes de podcast, sur le site de l'Institut bien sûr. N'hésitez pas à le partager et à envoyer vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, I2DRI. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.